Dimanche politique, bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre votre émission politique sur Eden Télévision. Dimanche 19 juillet 2020, bienvenue et vous faites très bien de nous renouveler votre contrat de confiance. Encore quelques heures et les nombreux candidats au baccalauréat session de juillet 2020 plancheront. Dans ce numéro de Dimanche politique, l'actualité sera passée au crible d'un analyste politique étranger. Il est doctorant à l'université Lassana Conté de la Guinée-Conakry. Avec lui, il sera question, entre autres, de la gestion de la crise sanitaire au Bénin et les mesures sociales prises par le gouvernement du président Patrice Talon, la 4e mandature des maires dans l'histoire de la décentralisation au Bénin et bien évidemment le bilan politique de Patrice Talon après 4 ans passés à la Marina. Et pour finir tout ceci par les perspectives 2021, pour ne pas aborder la présidentielle de manière anticipée sur Dimanche politique. Mais qui est notre invité? C'est qui, Monsieur Diallo? Bonjour. Bonjour. Je vous remercie très infiniment de m'avoir invité sur ce plateau pour qu'on essaye d'échanger par rapport à l'ensemble des questions nationales. Je remercie également vos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, on va maintenant tenter, comme le veulent les principes de cette émission, tenter de vous connaître davantage. Mais qui êtes-vous? Que cache votre parcours? Merci. Scolaire, académique, politique et professionnel. Merci, monsieur le journaliste. Je suis Ansoumane Rabia Diallo. Je suis guinéen de Conakry. J'ai fait l'école des sœurs en Guinée, précisément dans la région administrative de Boké. Boké, ça fait 300 km de la capitale, pour qui connaît la République de Guinée. J'ai passé mon certificat d'études primaires et puis j'ai décroché le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, et ensuite j'ai décroché le baccalauréat unique. Vous savez, la Guinée avait opté pour 3 systèmes éducatifs. Vous avez le système russe, vous avez le système européen et vous avez le système anglo-saxon. Ah oui. Et si vous prenez le système russe, et là, avant, la Guinée avait de très bons rapports avec l'URSS, c'est-à-dire l'Union soviétique. Oui. Parce que... L'actuelle Russie. Oui, l'actuelle Russie, parce que le président Ahmed Sékou Touré avait des relations très exécrables avec la France. Donc tous les cadres guinéens partaient naturellement en Russie pour se former. Donc ils ont imprimé ce système russe en Guinée. Ils ont expérimenté et ça a donné ce que ça a donné. Et après, il y a eu le système européen, le système français, je veux dire. C'est-à-dire, quand on parle du système français, on parle de... Vous aviez 4 ans à l'université et après avoir fait les 4 ans, c'est sanctionné par une maîtrise, par un diplôme de maîtrise. Et naturellement, après ça, vous avancez dans les études post-universitaires. Mais moi, je suis le fruit du système LMD. Le système LMD a été expérimenté en Guinée en 2006 avec l'arrivée du président du premier ministre Lansana Kouyaté. Donc en 2006, la Guinée a instauré le système LMD et je suis de la première promotion du système LMD. Et au baccalauréat, j'ai été 100M de la République. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire sur l'ensemble des candidats, sur l'ensemble du territoire national, quand nous avions composé et j'ai été 100M de la République de Guinée. Donc les archives existent au MENA, au ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Voilà. Alors, après le bac? Maintenant, après le bac, j'ai été orienté
à l'université, parce que chez nous, en Guinée, les meilleurs, on les oriente soit en droit, soit en sociologie. Suivant naturellement les moyens que vous avez eus dans chaque matière. Et naturellement, moi, je voulais faire la sociologie. Et j'ai été orienté au niveau de mon premier choix, la sociologie. Mais après, mon papa m'a appelé pour me dire non, il faut faire le droit parce que je voudrais que tu sois un juriste. Et c'est ainsi qu'en commun accord avec mon papa, j'ai passé 3 mois en sociologie et j'ai changé, je suis allé en droit à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Juan-Lance le Comte de Symphonia. Donc j'ai passé 3 ans, ma licence, et après ma licence, je l'ai fini en 2006, 2007, 2008, 2009, j'ai eu ma licence et je me suis inscrit en Master 1 en droit public, en droit administratif. Et après 1 an, parce que les masters c'est 1 an. Vous avez Master 1 pour 1 an, Master 2 pour 2 ans. Et il y a 2 types de Master, Master professionnel et Master de recherche. Et après le parcours académique? Et après le parcours académique, naturellement, j'ai travaillé. J'étais professeur à l'université, professeur assistant. J'assistais le professeur Fahimba Mara. Après, je donnais cours éventuellement dans les lycées. Enfin, c'est l'usage ordinaire du concept de professeur assistant. Ce n'est pas le titre du professeur assistant. Naturellement. Mais vous êtes proche d'un professeur que vous aidez, que vous suppléez de temps à autre. Naturellement. Voilà. Donc, je le lui ai suivi, il m'a encadré. Et quand j'ai fini mes 2 masters, maintenant l'université a eu besoin de moi, comme tant d'autres, parce que la Guinée, le corps professoral est vieillissant. Donc le gouvernement avait mis en place une politique pour recruter les jeunes brillants qui pouvaient prendre la relève. C'est ainsi qu'ils nous ont mis dans les circuits et puis ils nous ont inscrits pour les cours de doctorat. Donc éventuellement, je venais dans les lycées pour donner les cours de littérature, les cours d'économie et les cours de philosophie. Donc c'est un peu ça. Et quand Rio Tinto, c'est la plus grande compagnie du fer au monde, est venue en Guinée pour s'installer dans le cadre de l'exploitation du mont Simandou 1, Simandou 2. Et naturellement, j'ai été attiré par l'offre et j'ai fait le concours. Et naturellement, j'ai été admis. J'ai commencé par travailler pour Rio Tinto. Et j'ai fini directeur général adjoint, département relations communautaires. Donc après ça, jusqu'à l'arrivée de Alpha Condé, j'étais directeur adjoint. Et quand le président de la République est venu au pouvoir, parce que c'est comme ça la politique, chaque personne vient avec ses éléments. Avec son système. Avec son système, il faut l'accepter. Et j'ai été démis de mes fonctions. Et naturellement, Rio Tinto avait eu des problèmes avec le gouvernement guinéen. Et Rio Tinto a plié bagage parce que le cours du fer avait baissé. Et Rio Tinto avait d'autres actions en Australie, en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays. Donc, ils ont voulu garder la montagne de la Guinée, le mont Nimba de la Guinée, pour l'exploitation future. Et ça n'a pas plu au gouvernement. Et ça a créé un contentieux entre le gouvernement guinéen et la multinationale Rio Tinto. Et naturellement, ils étaient dans l'obligation de libérer les gens. Et d'autres ont été mis en congé technique. Et naturellement, c'est dans ce cadre que j'ai été démis de mes fonctions. Vous avez regagné le Bénin plus tard. Voilà, plus tard. Et ça dit qu'il y a eu entre-temps une belle offre au Bénin ou... Oui, au Bénin, il faut le dire, c'est un ministre qui m'a envoyé ici. Un ministre guinéen? Non, un ministre béninois. D'accord. Je veux dire ancien ministre. Elle n'était plus aux fonctions parce que lui aussi, il appartenait dans le gouvernement de Yahya Boni. Après, il voulait aller aux élections.
législatives. Il voulait être député. Il vous a sollicité en renfort. Vous êtes venu en renfort à son équipe, sûrement, l'équipe de campagne. Naturellement. À l'époque, ce fut, je crois, avril 2019, je crois. Naturellement, et ça n'a pas marché. Parce qu'il y a eu le problème de fameux certificat de conformité. Et naturellement, ça ne pouvait pas aller. Et puis, son parti n'a pas pris part aux échéances électorales, au scrutin. Donc, mais comme j'étais sérieux avec lui, il m'a dit, bon, j'ai une entreprise où j'ai des entreprises, tu vas être mon assistant. J'ai dit, ok, il m'a fait l'offre d'assistanat. Et je l'ai assisté après une semaine de travail avec lui. Et il a vu que les compétences y étaient là. C'est ainsi, naturellement, il m'a dit, bon, je te nomme coordonnateur général de mes entreprises. D'accord. Et j'ai été coordonnateur général de son entreprise. Et il a eu un problème avec le gouvernement actuel. Donc, il a dû quitter le pays pour l'étranger. Ah oui? Et c'est ainsi que j'ai quitté l'entreprise parce que je suis étranger. Je ne comprends pas le fond, la langue. Et puis, pour moi, je courais des risques parce qu'on pouvait dire qu'il a Ben non, le Bénin, ça n'est pas le Bénin. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser le fond, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le Mina, le Goum, le Yoruba. Non, non, l'essentiel, c'est la compétence. Si vous avez les compétences requises, ben vous pouvez être employé dans n'importe quelle entreprise béninoise. Naturellement. Oui, la belle preuve, ce n'est pas le Fongbe qui vous a fait adhérer, ce n'est pas le Fongbe qui vous a valu le poste. Naturellement, naturellement, ce que vous dites, c'est vrai et c'est important. Et après, là-bas, j'ai été directeur des projets pour une ONG de la place. Alors, sans qu'il ne vous soit exigé de maîtriser quelque dialecte que ce soit. Naturellement, naturellement. Donc, je suis allé, j'ai travaillé avec eux. Et après, j'ai quitté. Moi-même, j'ai voulu être indépendant. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est cela. Et actuellement, j'entreprends. Cela nous a permis quand même de savoir à qui nous avons affaire. Oui, on sait désormais qui est Assouman Rabiaka Diallo. On en connaît un peu plus sur votre parcours de la Guinée. On sait davantage qu'est-ce qui a motivé la transition Guinée-Bénin et quelles ont été les suites. Merci, Monsieur Diallo. On va maintenant aborder, si vous le permettez, l'actualité béninoise. C'est aussi cela, le menu principal sur cette émission. Mais on se permet d'abord de comprendre, de connaître un tout petit peu nos invités. Alors, on va démarrer par la gestion de la crise sanitaire du coronavirus et le geste salutaire, les mesures sociales prises par le gouvernement de Patrice Talon. Vous l'avez suivi puisque vous êtes un fin observateur de la chose politique au Bénin. Oui, quelle lecture en faites-vous? Oui, j'ai suivi tout. C'est le lieu et le moment pour moi de féliciter et encourager le gouvernement béninois. Naturellement, féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, parce que c'est lui qui impulse, c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale. Donc c'est sous sa magie, c'est sous sa clairvoyance que les choses ont été gérées jusqu'à aujourd'hui. Je dis ça parce que quand le coronavirus a commencé, beaucoup de pays avaient confiné sa population. Mais j'ai entendu le président dire que je ne peux pas confiner ma population parce qu'elle n'a pas de moyens. C'est cela un président de la République. Et il connaît le Bénin, il maîtrise le Bénin, il connaît le revenu du Béninois. Et ça, c'est une mesure phare qui m'a beaucoup impressionné. Parce que là, s'il confinait le Béninois ou les populations béninoises, ça allait créer un autre problème.
Mais il ne l'a pas fait, mais il a contourné le confinement. Naturellement, il a contourné le confinement. Beaucoup d'autres plans entrant dans le cadre du plan de riposte contre la propagation du coronavirus. Naturellement, et aujourd'hui, c'est ce qui classe le Bénin parmi les pays qui ont franchement lutté contre le coronavirus. Parce que là, quand vous prenez les statistiques, vous allez voir qu'au Bénin, jusqu'à date 17, il n'y avait que 31, si ma mémoire est bonne, décès. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de sériosité dans la riposte. Mais éventuellement, je remercie et félicite la population ou les populations béninoises qui ont accepté de respecter les mesures édictées, l'ensemble des mesures édictées par le gouvernement béninois. Et là, je salue la maturité du peuple béninois. Franchement, ils ont écouté le président de la République. C'est comme si cette population était soucieuse. Parce que l'affaire du coronavirus, ce n'est pas l'affaire du président seulement, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement. C'est l'affaire de tous les Béninois, y compris la diaspora vivant au Bénin. Bien sûr. Parce que là, tout le monde doit s'y impliquer dans la gestion de cette crise. Parce qu'elle est mondiale. Ah oui. Elle est grave. La crise qui fait que les gens ne peuvent pas aller dans les églises prier, adorer Dieu. La crise qui fait que les enfants ne peuvent pas aller à la formation, à l'école. Alors, c'est très grave. Les gens ne peuvent pas se serrer la main. Vous ne pouvez pas faire des accolades avec vos enfants, avec votre famille. Donc, ça veut dire que toute la population, tous les Béninois, y compris les étrangers, tout le monde doit s'impliquer dans la gestion de cette crise. Ce qui a été justement fait, même s'il y a eu quelques coronasceptiques par endroits qui jusque-là continuent de croire que le mal n'existe pas, d'autres pensent peut-être que c'est un mal politique, mais je pense qu'avec le temps, avec les chiffres et les informations, les sensibilisations, chacun réalise maintenant que le mal existe bel et bien. Vous savez, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas propre au Bénin seulement. Même chez nous en Guinée, dans plusieurs pays africains, les gens n'y croyaient pas. Les gens pensaient que non, c'est politique, c'est ceci, c'est cela. Mais le coronavirus est une réalité. Ah oui. Parce que ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup de carnage dans les pays développés, dans les pays occidentaux. Alors ça, c'est un exemple palpable, concret, que nous devons nous servir pour pouvoir respecter les mesures édictées par le gouvernement béninois. Alors, moi, ce que je voudrais dire à l'ensemble des populations, à l'ensemble de la classe politique, que ce soit la mouvance, l'opposition et même la société civile, tout le monde doit s'impliquer, les syndicats, tout le monde doit s'impliquer, le patronat, tout le monde doit s'impliquer dans la lutte. Parce que c'est une affaire du Bénin. Nous devons mettre nos égos de côté, la politique de côté, pour pouvoir lutter le mal. Parce que le coronavirus ne sait pas qui est de l'opposition, qui est de la mouvance, qui est patron, qui ne l'est pas. Coronavirus sévit. Et coronavirus, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu trouver de remède, de vaccin contre le coronavirus. Il y a eu quand même des essais cliniques. Oui, les recherches se poursuivent bien évidemment. Voilà, ça se poursuit naturellement. Et moi, ce que je peux dire, que tout le monde s'implique et que les gens croient à l'existence de cette maladie. Alors, on va aborder maintenant les mesures sociales, parce que vous les avez suivies. Le gouvernement, après les différentes stratégies pour contenir, pour éviter la propagation du mal au Bénin, a pris récemment, le 10 juin dernier, au cours du Conseil des ministres du 10 juin dernier, des mesures sociales pour soulager un tant soit peu les corporations, les couches sociales les mieux impactées par cette crise. C'est ce qu'on peut attendre du gouvernement. Vous savez, le gouvernement a les moyens et la population, elle est pauvre. Si vous prenez
la majorité des Béninois sont pauvres. Alors, le gouvernement doit pouvoir aider ces populations à faire face aux besoins primaires. Et quand on cite les besoins primaires, vous aviez le logement, vous aviez l'habillement, vous aviez le manger. Mais naturellement, aider les entreprises privées à ne pas mourir, à pouvoir faire face aux charges fixes. Et c'est ce qui a été fait. Aux charges fixes et variables de l'entreprise. Parce que ces entreprises-là, c'est elles qui créent l'emploi. Vous savez, l'État a été toujours le mauvais employeur. L'État ne peut pas employer. Parce que l'État n'est pas un bon employeur. C'est les privés qui emploient beaucoup plus de personnes. Il faut que les gens comprennent cela. Il y en a qui attendent tout de l'État, qui pensent que c'est l'État qui doit faire. Si l'État aujourd'hui est en train de prendre des mesures phares pour pouvoir aider ces entreprises, aider la population, c'est parce que l'État est conscient, le gouvernement est conscient que c'est en aidant ces entreprises que ces entreprises pourront faire face à leurs difficultés et employer à leur charge, et employer les jeunes Béninois pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc, ça, ce sont des mesures phares. Et une fois encore, c'est ce que je disais tantôt, qu'il faut franchement féliciter Monsieur le Président de la République et son gouvernement et l'ensemble des Béninois qui ont compris qu'il faut lutter contre cette pandémie. Ce sont des mesures phares, ce n'est pas au Bénin seulement, ces mesures phares ont été prises dans beaucoup d'autres pays, en Guinée, au Sénégal et dans d'autres pays. Donc franchement, c'est ce qu'on attendait du gouvernement. Imagine pour un seul instant que les autres pays prennent ces mesures d'accompagnement et que le Bénin ou que le gouvernement béninois dit non, moi je ne prends pas ces mesures-là. Les gens allaient interpréter autrement. Donc je félicite, c'est en cela que je félicite et encourage le gouvernement béninois à prendre ces mesures et de continuer à aider cette population jusqu'à ce qu'on arrive à vaincre totalement et de façon générale cette épidémie. Parlons maintenant décentralisation. Ansoumane Rabiaka Diallo, on va parler décentralisation. Vous l'avez suivi, le Bénin a enclenché la 4e mandature de l'histoire de la décentralisation au Bénin et de nouveaux maires sont installés. Il y en a eu qui sont désignés, vous avez suivi l'actualité, je ne vous apprends rien. Alors, un mot sur ce début de mandat, ces élections et ce début de mandat des nouveaux maires. Quand vous dites désigner, je ne serai pas d'accord avec vous. Et pourquoi donc? Vous savez, quand vous me parlez de décentralisation, vous me permettrez de définir c'est quoi la décentralisation. La décentralisation, c'est un pouvoir de compétence, de moyens de l'État, mais à des organismes distincts de l'État, c'est-à-dire différents de l'État. Les maires sont élus 2 fois, c'est-à-dire le maire est élu des élus. Moi, je ne m'y attendais pas à ce que les élections se passent dans de telles conditions. Parce que beaucoup étaient sceptiques. Beaucoup pensaient qu'il allait y avoir de problèmes au Bénin. Vous comprenez? Oui. Mais les élections se sont passées dans le calme, dans la sérénité. Et ça m'a réjoui à plus d'un titre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut préserver, c'est la paix, c'est l'unité. Et les élections se sont passées sans incident. Les élections se sont très bien passées sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, nous avions des maires issus de ces élections. Les maires ont été installés dans leurs fonctions. Maintenant, et comme nous parlons de décentralisation, vous savez, ce sont des élections de proximité. Le développement passe par la décentralisation. Il n'y a pas de développement sans décentralisation. Si vous voyez que les États-Unis se sont développés, c'est à partir de la décentralisation, c'est-à-dire le développement
à la base. Mais il faut avoir les maires capables d'initiative, des maires capables de conduire la mission de maire. Parce qu'il y a un problème, les gens ne comprennent pas. Le maire est agent de l'État et agent de la commune. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens pensent que non, le maire, il est élu, il doit s'opposer au gouvernement, il doit s'opposer à l'État. Non, ce n'est pas ça le maire. Le maire, d'abord, puisque vous ne pouvez pas dissocier les communes de l'État, alors, de facto, les maires deviennent, ils deviennent un agent de l'État, un collaborateur, un travailleur de l'État, parce que le souci de l'État, c'est de développer le territoire national, c'est de développer, c'est d'amorcer le développement à la base. Et cela doit passer par les communes. Maintenant, ici, la problématique, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'avoir des maires, mais est-ce que les communes ont des ressources? Est-ce que nos communes ont des moyens? Puisque c'est l'État qui doit affecter les moyens aux communes, est-ce que les communes ont des moyens? C'est ça la grosse question aujourd'hui. Deuxièmement, les maires qui sont élus peuvent engager la commune, ils peuvent chercher des partenariats décentralisés, la coopération décentralisée avec d'autres pays, avec d'autres communes, afin de développer leurs communes. Donc, j'en appelle à la responsabilité et à la conscience de nos maires pour qu'ils se mettent au service des citoyens. Oui. Monsieur Diallo, mais pourquoi semblez-vous vous opposer tout à l'heure au concept de désignation des maires? Bon, au concept de désignation, moi je dis... Quand je l'évoquais tout à l'heure dans ma question, mais c'est ce qui a été. Moi je dis non. Dans plusieurs mairies, dans plusieurs communes, devrais-je dire, les maires ont été désignés par le parti, je précise. Non, non, je vous dis... Ou vous ne l'avez peut-être pas suivi? Non, j'ai suivi les élections et moi-même, j'ai eu à travailler avec un candidat qui a été élu dans sa circonscription. Mais pourquoi vous refusez-vous de reconnaître Non, attendez. Quand vous dites désignation, qui a désigné? C'est là la question. Les partis. Non, les partis choisissent les candidats. Vous comprenez? Le parti dit, maintenant, tel est notre candidat aux élections. Maintenant, c'est aux populations d'aller voter. Oui, ça c'est l'élection. Ça c'est l'élection. Je ne parle pas de la liste. Je parle de l'après-élection des conseillers. Oui, l'après-élection des conseillers, ça veut dire quoi? C'est très simple. Après élection des conseillers, eh bien, les partis ont désigné l'instance dirigeante de la mairie, enfin, de certaines communes. Oh non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais si. Vous saviez... pour désigner un maire, vous dites désigner. Après les élections, il y a ce qu'on appelle les conseillers qui sont élus. Oui, ils sont tous conseillers. Ils sont tous conseillers. C'est pourquoi je dis que le maire... Ils reviennent au conseiller maintenant d'élire. Le maire. C'est pourquoi je dis que le maire est élu des élus. Il est élu 2 fois. Parce qu'il est élu d'abord conseiller et ensuite est élu par ses pairs maire de la commune. Alors, on va s'entendre sur un principe. Le principe, c'est quoi? Si le parti est majoritaire dans la circonscription d'office, le maire doit appartenir du parti majoritaire. Vous comprenez? Mais cela n'empêchera pas que d'autres personnes aient envie d'être maire. C'est tout le contraire qui s'est passé cette fois-ci. Moi, j'ai suivi comme vous. Le cas, ça s'est passé dans une commune. Mais vous savez, il y a beaucoup, nous sommes en politique. En politique, il y a beaucoup de lignes qui entrent en compte. Vous comprenez? Qui est crédible aux yeux des populations? Qui a de l'expérience politique?
qui peut gérer la fonction du maire. C'est ça le plus important. Il y a eu des jeunes qui se sont vus, oui, je peux gérer la fonction du maire parce que j'ai la capacité intellectuelle plus que telle autre personne. Non, ce n'est pas ça. Il y a l'expérience dans la gestion de la chose publique. Ça, c'est un. Deuxièmement, qui est populaire parmi ces maires? Il y a ces facteurs-là qui entrent en jeu. Et c'est pourquoi vous avez vu tout récemment, malgré tout, nous avons choisi des maires quand même. Il y a eu l'élection des maires. Les maires ont été installés dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, le débat, ce n'est plus ça. Le débat n'est plus, non, on a désigné, on n'a pas désigné. Je suis d'accord que le débat maintenant, c'est le défi. Le débat maintenant, c'est le développement de la commune. C'est le plus important. Mais il empêche tout de même de relever ce détail que des maires ont été désignés pendant que d'autres ont été élus. Non, parce que la candidature, la candidature au poste de maire n'était pas libre, même au sein des partis, du parti majoritaire. Non, bon, c'est vous qui le dites. C'est ce qui a été. Non, on ne le dit pas. Non, c'est vous qui le dites. C'est ce qui a été. Moi, ce que je sais, les maires ont été élus. Donc, ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, quitte à eux de développer leur circonscription, quitte à eux de développer leur commune, leur collectivité. C'est ça le plus important maintenant. Parce qu'il ne sert à rien de tergiverser, de dire non, ils ont été élus. Mais l'élection s'est passée il y a longtemps. Maintenant, il faut se penser à l'avenir. Hein? Maintenant, la question qu'il faille se poser maintenant là, est-ce que les maires, ces maires qui ont été élus, ont la capacité de développer leur commune? Est-ce qu'ils ont la capacité d'initiative? Est-ce qu'ils ont la capacité managériale? Est-ce qu'ils ont des ressources nécessaires pour pouvoir faire face aux défis de leur collectivité? Voici un certain nombre de... Je pense que le choix des partis au fait majoritaire vient résoudre un tant soit peu cette série, vient répondre à cette série de questions que vous posez, M. Ansoumane Rabiaka Diallo. On va poursuivre, et aborder un autre pan du sujet. On va disséquer quelque peu le bilan des 4 ans du président Patrice Talon à la Marina. Si vous me demandez de faire le bilan du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, je dirais que le bilan est globalement... Et je précise que ce bilan est vu sur ce numéro de Dimanche Politique par un étranger en griffe. Naturellement. Par un analyste politique qui n'est pas béninois. Parce que l'exercice, nous l'avons souvent fait. Oui. Cet exercice, nous l'avons souvent fait avec des compatriotes. Ouais. Maintenant, que pensent les autres? Moi, personnellement, je pense que le bilan est globalement positif. Pourquoi le dites-vous? Moi, je suis étranger, c'est vrai. Mais un étranger, quand vous venez dans un pays, vous descendez à l'aéroport, vous regardez d'abord est-ce qu'il y a des grilles, est-ce qu'il y a des chantiers ouverts. S'il n'y a pas de chantier, il faut se retourner dans ton pays, parce qu'il n'y a rien qui est amorcé comme développement. Aujourd'hui, il suffit de descendre à Cotonou. Allez-y, vous promenez un peu à Cotonou. C'est-à-dire, le bilan parle de lui-même. Le bilan de son Excellence, M. Patrice Talon. Autrement dit, son bilan témoigne en son nom. À son nom, c'est ça. Aujourd'hui, allez-y avec les routes. Avant, on ne parlait que de pavés. Vous voulez parler du projet asphaltage? Naturellement. Et avant, on ne parlait que de pavés. Mais aujourd'hui, on parle de... C'est du bitume. C'est du bitume. Alors, ça veut dire que c'est de l'innovation. Le président innove. Le président, c'est quelqu'un qui a une vision large, qui se projette dans le futur, à long terme. Vous savez... Il a une lecture prospective fiable. Fiable.
Regardez le Bénin, et si je ne me trompe, maintenant bientôt 60 ans d'indépendance. Bien sûr. Depuis 60 ans, ce qui a été gâté pendant 60 ans ne peut pas être réglé pendant 3 ans, pendant 4 ans. Il faut que les gens se ressaisissent un peu. Il faut que les gens comprennent. Il faut dépassionner le débat. Il faut que le débat soit objectif. Scientifique. Prenez les 3 ans de talon. Aujourd'hui, tout le monde crie. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ça le changement. Puisque avant, ça allait. Tout le monde gagnait de l'argent facilement. Tout le monde se procurait de l'argent facilement. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver de l'argent. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Et avant, on sait... C'est un fait. C'est un fait qui est remarquable. Et vous savez pourquoi j'aime le Bénin et j'aime votre question parlant du bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je suis au Bénin il y a un peu longtemps. Mais il y a 3 faits qui m'ont marqué. Lesquels? C'est la sécurité, c'est la justice et c'est la stabilité politique. Ah oui? Oui. Vous savez, l'argent a peur du bruit. S'il n'y a pas de sécurité dans un pays, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de stabilité politique, personne ne viendra investir. Tout pas en vrille. Parce que l'argent a peur du bruit. Aujourd'hui, moi je peux même dire que le Bénin is back. Le Bénin est de retour. Ah oui? Oui. Mais il y a 2 jours, 3 jours, et même aujourd'hui, quand vous suivez la RFI, ou vous suivez France 24, on parle de Bénin dans la restitution des œuvres. Des œuvres culturelles. Mais le Bénin et le Sénégal, bien sûr, parmi tant d'autres pays, ça veut dire que le Bénin is back. Ça, c'est de la clairvoyance du président de la République. C'est à son actif. C'est à son actif. Les routes que nous parlons, c'est à son actif. Il lui a fallu oser. La sécurité, la réforme sécuritaire que le président a eu à mener. Ah oui. Avant, il y avait la gendarmerie, il y avait la police nationale. Bien sûr. Mais le président a dit non. Vous savez, même dans mon pays, il y a ce problème-là. La gendarmerie à part, la police nationale à part. Mais la gendarmerie est mieux traitée que la police. Et des fois, ça crée la jalousie dans le travail entre la police et la gendarmerie, bien qu'ils n'ont pas les mêmes missions. Bien sûr. Ils ont des points de convergence et des points de divergence. Mais aujourd'hui, personne n'est gendarme, mais tout le monde est policier. Ça veut dire que ça crée, tout le monde est républicain. Ça crée de la cohésion dans le travail. Aujourd'hui, regardez, même le commandant ou le commissaire, il est dans la rue, il travaille. Ah oui. Avant, les gens venaient s'asseoir seulement dans les bureaux. C'est que le professeur... Plus de rançonnement, il faut le reconnaître. Le professeur Pisani a dit que l'Afrique doit se départir de l'administration traditionnelle. Et je pense que c'est ce que le président est en train de faire. Un chef, il doit être opérationnel. Il n'est pas là pour manger de l'argent seulement. Il n'est pas là pour donner des ordres seulement. Mais lui-même, il doit se rendre à l'évidence. Il doit aller sur le terrain, s'enquérir de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est ce que le président de la République imprime au niveau de la police nationale, de la police républicaine. Alors, le président de la République, lui-même, il est républicain. Parce qu'il défend la République. Ah oui. Il défend la République, il aime le Bénin. Et c'est pourquoi il exhorte le Béninois au travail. Il exhorte l'ensemble des populations au travail. Alors, il faut travailler pour avoir de l'argent. Il ne faut pas habituer nos enfants, il ne faut pas habituer à de la facilité. Voilà, de la facilité, ce n'est pas bon. Et avant, c'est ce qui se passait. Deuxième facteur, avant, on tuait les gens à Cotonou, n'importe comment. Oui. Mais aujourd'hui, vous pouvez, moi, je me promène. Plus de braquage. Jusqu'à 3 heures. Plus de rançonnement. Non, plus. Ça, c'est la sécurité. On sent la sécurité à Cotonou. Aujourd'hui, vous aviez peur de braquer votre prochain.
votre concitoyen, parce que vous savez ce qu'il y a derrière. Vous savez, pour gouverner, il faut de la fermeté, il faut de la vision, il faut se fixer des objectifs. Et c'est tout cela là que le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, incarne. Ah oui. Alors, le président de la République, moi je voudrais, sa venue à la magistrature suprême du Bénin, c'est une chance pour le Béninois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages du pouvoir. Il connaît comment ça fonctionne. Il connaît comment ça fonctionnait. Il était proche. Il était au centre. Pour ne pas dire, il était même le baromètre. Il était faiseur de roi. Maintenant, lui-même, il est devenu roi. Vous ne pouvez rien l'apprendre. Alors, il sait où se trouvaient les problèmes. Pourquoi ça n'a pas marché? Il maîtrise les coulisses. Il maîtrise les coulisses. Et il savait qu'il y avait un système. Alors, c'est ce système-là, il lutte contre ce système. Et c'est pourquoi il a surnommé son gouvernement de rupture. D'avec les vieilles manières. Les vieilles manières, c'est-à-dire le clanisme, c'est-à-dire la mégalomanie, c'est-à-dire l'affairisme de la classe dirigeante. Le culte de la personnalité. C'est-à-dire culte de la personnalité, c'est-à-dire corruption, gabegie financière. Non, le président, c'est un homme d'État. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Alors, moi, j'invite les uns et les autres à renforcer la cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Patrice Talon, mais c'est le Bénin qu'il faut voir en face. Aujourd'hui, le patrimoine commun que nous avions tous, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Alors, privilégions le dialogue, instaurons la paix pour que les choses bougent. Parce que ce n'est pas le président seulement qui doit faire bouger les choses. Mais tout le monde doit s'y impliquer pour le développement du Bénin. On ne doit pas dire non, lui je n'aime pas sa tête parce qu'il est M. Talon, lui c'est parce qu'il est M. ceci, lui c'est parce qu'il est M. cela. Non, ce n'est pas ça. C'est le Bénin d'abord. Le sens du patriotisme. D'abord, le sens du patriotisme. C'est extrêmement important pour le développement d'un pays. On n'a qu'à beau dire ici, le président n'a qu'à amener des belles stratégies, une panoplie de stratégies, si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas un et indivisible, si nous ne partons pas vers le dialogue, rien ne pourra bouger. Si on ne s'entend pas, s'il n'y a pas de cohésion nationale, d'unité nationale, le renforcement de l'unité nationale, rien ne pourra aller. Et c'est pourquoi j'invite le président de la République, je sais qu'il travaille dans ce sens, de continuer à travailler dans le renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale. Et tout récemment, vous aviez vu, il avait organisé un dialogue politique où il a invité les partis politiques. C'est parce qu'il est soucié de l'avenir de ce pays. Il sait que lui seul, il ne peut pas. Il faut travailler et avec l'opposition et avec la mouvance. Et lui, il n'est pas politique. Bien qu'il incarne une fonction politique. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire que, ou bien quelqu'un me montrer ça avec des preuves. Ça, c'est le parti de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, il n'a pas de parti politique. C'est un candidat indépendant. Ça veut dire qu'il est dans l'esprit et dans le cœur du Béninois. Un candidat indépendant qui vient aux élections avec les autres partis politiques et il les bat. Il devient président de la République. C'est parce que les populations ont eu confiance en lui. Et j'invite Monsieur le Président de la République à travailler pour ne pas décevoir cette confiance, à travailler pour le développement du Bénin, à travailler pour l'unité du Bénin, à travailler pour le consensus, pour que la paix continue à régner sur le Bénin. Oui, mais cette confiance que vous évoquiez tantôt, cette confiance du peuple en la personne du candidat Patrice Talon en 2016, reste-t-elle encore intacte? Il y a aujourd'hui, vous saviez, quand il venait au pouvoir,
presque, si vous prenez les statistiques, presque, les 99,99% des populations avaient confiance en lui au deuxième tour. C'est-à-dire tout le monde disait que non, c'est Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Patrice Talon. C'est lui qu'il faut pour le Bénin. Parce qu'il connaît le Bénin, parce qu'il a travaillé avec les anciens présidents. Vous l'avez dit qu'il a fait l'unanimité? Il a fait l'unanimité quand il venait au pouvoir. Vous savez, l'exercice du pouvoir, avant que vous ne veniez au pouvoir, puisque c'est Dieu qui donne le pouvoir, tout le monde se mettra derrière vous pour que vous deveniez président de la République. Mais quand un président de la République est élu, il est élu sur la base d'un programme de société. Ah oui. Alors, lui, sa pensée, c'est quoi? Sa vision, c'est quoi? C'est l'exécution de ce programme de société. Alors, dans l'exécution de ce programme de société, il peut toucher les uns et les autres. Alors aujourd'hui, il peut ne pas toujours plaire. Il peut ne pas toujours plaire, c'est ce que j'ai voulu dire, en d'autres termes. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, il est venu, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, il a posé des actes, il a serré. Il a demandé aux populations béninoises de serrer la ceinture et de travailler. Aujourd'hui, les gens, ceux qui sont, ne veulent pas travailler. Ceux qui étaient habitués à la facilité ne veulent plus travailler. Alors, ils ne peuvent pas continuer à aimer le président de la République. Mais quand vous êtes homme politique, vous ne cherchez pas à comprendre qui m'aime, qui ne m'aime pas. Il a été élu pour un mandat de 5 ans. D'abord, vous comprenez? Personne ne peut... Pourquoi ajoutez-vous d'abord? Non, mais attendez. Oui. On aura le temps d'en débattre. On est là pour ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, là, lui, il met en exécution son programme de société. Si vous voyez aujourd'hui, il y a des chantiers ouverts partout, par-ci, par-là, c'est parce qu'il est soucié du devenir du Béninois. Il veut le développement du Bénin. Vous comprenez? Parce que vous savez, le président de la République, c'est quelqu'un qui aime le luxe. Vous comprenez? Alors, il veut aujourd'hui, allez-y aujourd'hui, voir Marina, le palais. Vous savez, le palais incarne le Bénin, l'institution, la plus haute institution de la République, la présidence de la République. Si on rentre là-bas, on doit savoir qu'ici, ça c'est le palais présidentiel. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il fait. Quand le ministre apparaît naturellement, on doit savoir que le ministre... Parce que j'entends les gens dire, ah, le président de la République, il a augmenté le salaire des ministres, il a fait ceci, il a fait cela, il est en train de faire ceci au niveau du palais Marina. Mais c'est cela. Quand un ministre apparaît, on doit savoir que c'est le ministre de la République qui apparaît. Parce que c'est l'image de la République qui est en jeu. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, je ne veux pas un débat passionné. Je ne veux pas un débat subjectif, mais je veux un débat objectif et je suis prêt à en débattre avec n'importe quelle personne, sur n'importe quel sujet autour du Bénin. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport au bilan du président de la République. Donc, nous avons évoqué le problème des routes. Vous avez évoqué le problème sécuritaire. La réforme maintenant, dans le domaine de la sécurité, oui. Sécurité, maintenant la justice. Oui. La justice, naturellement. Moi, je vais vous expliquer une anecdote, mais vraie. J'ai loué quelque part. Je voulais faire une activité commerciale. Quand ça a commencé à marcher, le propriétaire avait voulu reprendre. Mais en estimant que je suis étranger. Ah ouais? Tout de suite, j'ai écrit au procureur de la République. Quand j'ai écrit au procureur de la République, en 2 jours, il a fait le choix transmis. Et l'affaire a été tranchée. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Ah oui? Ça m'a donné la confiance de rester au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, même les magistrats ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que si je ne travaille pas bien, ce n'est pas bon pour moi.
il y a quelqu'un qui contrôle, il y a quelqu'un qui suit. C'est cela. Il faut de la fermeté dans la gestion de la chose publique. Il faut de la transparence dans la gestion de la chose publique. Donc, franchement, vu tout ça là, et aujourd'hui, regardez sur le plan sportif ce que le Bénin a fait. Les prouesses à la dernière CAN, vous voulez dire? Naturellement. Donc, oui, je vous laisse boucler sur ce détail et on va aborder le dernier point, la dernière rubrique. Naturellement. Donc, le Bénin a fait des exploits à la CAN. Vous comprenez? Tout ça là, c'est à l'actif du président de la République. C'était du jamais vu, c'est la première que le Bénin aille à cette phase de la CAN. Donc, tout ça là, c'est parce que le président de la République avait mis des bouchées doubles. Il avait mis les joueurs dans des conditions les meilleures. Il avait déboursé assez de fonds. Le gouvernement avait travaillé dans ce sens pour que les jeunes puissent mouiller le maillot pour la République du Bénin. Et je pense que c'est le lieu, le moment pour moi de remercier et de féliciter naturellement ces jeunes qui ont eu à hisser haut le drapeau béninois. Très bien. Assouman Rabiaka Diallo, on va finir, mais pas avant d'aborder la présidentielle de 2021, perspective 2021. Vous y êtes et vous étonnez davantage par votre maîtrise de la chose politique béninoise. Je me demande ce qui vous reste de la chose politique guinéenne. Alors, bientôt la présidentielle. Et vous avez suivi l'actualité, vous en étalez bien un bon pan. Qui seront les probables, potentiels candidats en lice pour 2021? Bon, c'est bien que vous touchez à votre boule magique. Que nous parlions naturellement des élections à venir. Je vais vous dire clairement, le président de la République sera réélu en 2021. Il n'a même pas dit qu'il y sera encore. Il sera réélu en 2021. Mais quel oracle avez-vous interrogé? Il n'a même pas dit qu'il compte remplir. Non. Il n'a pas dit qu'il a avisé. Mais vous le voyez déjà réélu. Non, il sera vous allez vite. le président de la République. Je le dis, et vous pouvez garder les enregistrements. Que je sois au Bénin ou pas, vous me le direz un jour qu'il y a un Guinéen qui était passé sur notre plateau et il avait prédit cela. Le président de la République, vu son bilan, vu les actes qu'il pose aujourd'hui, il sera réuni pour 2021. Maintenant, les gens qui disent que le président de la République ne doit pas se présenter, est-ce que c'est ce que la loi dit? Est-ce que c'est ce que la loi dit? La loi dit très clairement que vous êtes élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Ça veut dire quoi? Le président actuel, il est sur son premier mandat, il n'a même pas fini ça d'abord. On est en train de dire, on est en train de spéculer pour dire que non, il ne doit pas se présenter parce qu'il a dit ceci, parce qu'il a dit cela. Non! Est-ce que la loi l'interdit de se représenter à sa propre succession? C'est là la question. Quand les gens disent que non, le président de la République ne doit pas, le président de la République doit se présenter, ce n'est pas ça le débat. La loi dit que le président de la République actuel, son Excellence, M. Patrice Talon. Mais quelle forme prendra la présidentielle de 2021? Sera-t-elle inclusive ou exclusive? Parce que je ne vous apprends rien, il y a la grosse barrière du parrainage. Non, ça sera inclusif. Je vais vous dire pourquoi. Et comment? Voilà. Et comment? Vous savez, le président de la République, lui-même, il sera candidat. Mais les autres partis vont trouver un candidat. Soit le bloc progressiste, l'union progressiste, plutôt autant pour moi, et le bloc républicain. Ils vont voir entre les deux blocs, les deux partis politiques. Mais il y aura un candidat, en tout cas, il y aura un candidat qui va compétir avec le président de la République. Le problème ne se pose pas avec les 10%. Et là vous y voyez de l'inclusion?
Naturellement, je vais vous dire, tout ce que je dis, 2021 c'est proche, ça va se passer exactement comme je le dis. Oui, mais s'il n'y a qu'un candidat en plus du président Patrice Talon, c'est inclusif. Selon à vous croire, hein, bien évidemment, oui. C'est inclusif. Oui, et l'opposition alors dans tout ça? Justement, mais celui qui est candidat, lui il n'est pas de l'opposition. Qui? Celui qui sera candidat, soit de l'Union progressiste. Non, parce que ces deux partis, le parti Union progressiste et le parti Bloc républicain ne sont pas de l'opposition. Non, mais attendez, vous dites que... Ils vont compétir, certes, avec lui, si il se décide à... C'est vous qui dites que ces partis-là ne sont pas de l'opposition. Oui. Est-ce que le président de la République a un parti politique? Non, ça n'est pas la question. Non, mais ces deux principaux partis ne sont pas de l'opposition. Et cela tombe bien sous le sens. Non, attendez. Si vous dites que ces deux principaux partis ne sont pas de l'opposition, chaque parti politique a le droit de choisir sa ligne. Il y a des partis qui sont centristes, il y a d'autres qui sont de l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, le débat, c'est quoi? Si ceux qui sont de l'opposition veulent participer à ces élections, ils n'ont qu'à remplir les critères. Oui, l'opposition exprimée ici et reconnue, c'est des partis comme le parti FCBE, par exemple. Non, mais attendez, il y a eu un problème. Oui. Si ces partis-là se conforment au statut, à la charte des partis politiques, vous comprenez? Le parti FCBE, conforme. Oui. Mais nous, vous avez vu, SBE est parti, non? Le parti FCBE était parti au dernier municipal. Ça vous dit? Vous comprenez, municipal. Oui. Maintenant, ça veut dire que s'ils remplissent les critères, moi, je ne vois pas en quoi on va les empêcher de prendre part à ces élections présidentielles. Puisque déjà... Oui, et s'ils se proposent, comment auront-ils le nombre de parrainages exact? Alors, c'est pourquoi parce qu'ils n'ont que, vous le savez, 7 mairies actuellement. Oui. Et il faille. C'est ce que je dis. Est-ce que c'est les populations qui ont voté de toutes les façons? S'ils n'ont pas pu avoir beaucoup plus de la majorité, ou bien beaucoup plus de députés, de maires plutôt, alors est-ce que c'est la faute au président de la République? Est-ce que c'est la faute à toi? Est-ce que c'est la faute à moi? Non. C'est les stratégies ou des stratagèmes que ces partis-là ont menées sur le terrain. Ansoumane Rabiaka Diallo, on me signale de l'autre côté que nous avons consommé entièrement le nombre de minutes imparties à nous consacrer pour ce numéro de Dimanche Politique. Pour conclure votre mot de la fin. En quelques secondes. Je vous remercie très infiniment de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie la maison Eden TV. Eden TV, Oui. Parce que vous faites la promotion des jeunes. Invitez les jeunes à venir étaler leurs compétences, à venir s'exprimer sur votre plateau. C'est très important parce que d'autres n'en donnent pas les opportunités aux jeunes de venir s'exprimer. Et pourtant, il y a beaucoup de talents qui peuvent venir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est de dire à l'ensemble des populations que ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. C'est la paix. Je plaide pour la paix. Je plaide pour l'unité. Je plaide pour la stabilité du Bénin. Parce que si le Bénin est stable, moi-même je suis stable. Si le Bénin, il y a l'unité, moi-même je vivrai bien au Bénin. Alors, j'en appelle à la responsabilité, au sens de responsabilité élevée des uns et des autres pour le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité qui a toujours existé entre les Béninois. Et ensuite, j'invite le président de la République à toujours, je sais qu'il a toujours œuvré dans ce sens, mais à travailler toujours pour la paix et pour la stabilité du Bénin. Merci. Donc, je vous remercie très infiniment. Merci Ansoumane Rabiaka Diallo. Merci pour votre plus ou moins parfaite maîtrise de la chose politique béninoise. Comme quoi, il y en a d'ailleurs qui nous suivent, qui savent très bien lire une bonne partie de ce que nous faisons au pays. Je vous dis franchement merci pour la disponibilité. J'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres lectures, de l'actualité sociopolitique béninoise. C'était Dimanche Politique, mais avant de nous séparer, on dit
Bonne chance à tous nos jeunes frères et sœurs qui vont plancher demain pour le baccalauréat session de juillet 2020. À dimanche.